ça a été un petit peu ça l'approche. C'était bon, ben, c'est une bulle, mais ça va se dégonfler. Et donc il y a eu un moment de flottement un petit peu où les gens qui travaillaient sur ces sujets étaient là, mais c'est énorme, il faut y aller, et plutôt une attente de bah, attendons de voir ce que ça va donner. Et c'est peut-être plutôt à partir de mars, quand même 3-4 mois après la sortie de ChatGPT, que là il y a eu vraiment une mise en branle de toute la R&D, de tout le produit, même de toute la boîte, en se disant bah, en fait non, là il y a une énorme opportunité, c'est vrai que c'est assez incroyable. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Elisa Salamanca, la directrice du Product Management chez Dataiku. Depuis sa création il y a 10 ans, Dataiku s'est imposé comme un géant de la data science et de l'IA. Après des levées successives qui totalisent plus de 800 millions d'euros, la plateforme est devenue l'outil référence de centaines d'entreprises dans le monde pour mettre leurs données au profit de leur business. Elisa les a rejoints il y a 2 ans et demi, suite à une expérience à l'APHP en tant que Head of Data et Innovation Digitale. Elle dirige désormais les équipes produits du département IA de Dataiku. Dans cet épisode, elle nous raconte comment ils ont géré l'arrivée de la Gen AI, d'abord avec prudence, avant d'en faire un des piliers de leur stratégie. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Elisa Salamanca de Dataiku. Merci d'être avec nous Elisa, super cool de te recevoir. Dataiku depuis longtemps déjà traite des sujets IA et vous êtes au cœur de la révolution en cours avec un succès aussi entrepreneurial assez incroyable derrière cette nouvelle entreprise. Est-ce que ça te dit de commencer par te présenter et nous dire voilà, comment ça va aujourd'hui? Bah, écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais essayer de me présenter rapidement. Moi, j'ai un profil, on va dire, d'ingénieur, et j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique, donc vraiment sur des thématiques qui avaient rien à voir avec la tech, avec la donnée. Je travaillais, pour la police environnementale dans le Grand Est. Mais tout de suite après ça, j'ai rejoint les hôpitaux, enfin la PHP, donc les hôpitaux, de Paris, et je me suis occupée, pendant 4 ans, de valoriser les données, générées par la PHP ou dans ce cadre-là, pour la recherche, pour le management de l'hôpital, pour l'innovation numérique. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait moi mon entrée dans, on va dire le monde du numérique, le monde de la donnée. Et ces 4 années, aux hôpitaux de Paris, c'était une expérience assez riche où justement je pense que j'ai commencé vraiment à me passionner, sur, ce que pouvait apporter l'IA dans le cadre, des soins. J'ai beaucoup poussé pour qu'on fasse, on crée une équipe de data scientists, en centrale, et qu'on fasse une collaboration avec un centre de recherche, enfin plusieurs centres de recherche, mais notamment un gros partenariat avec l'INRIA sur les sujets, du traitement automatique du langage dans le secteur de la santé. Parce qu'il y a beaucoup de données dans un hôpital. On a des données de tout type, hein. On a des données structurées, de biologie, et cetera, et cetera. On a des données je sais pas, des données, séries temporelles, des images. Mais finalement, la donnée qui est quasiment la plus facile à utiliser, c'est tout ce qui va être comptes rendus médicaux, ordonnances. Je veux dire, la manne de données textuelles et la facilité, d'accès de ces données-là faisait que le NLP, offrait vraiment plein de, on va dire, d'opportunités. Et après avoir passé 4 ans à la PHP, j'ai rejoint Dataiku il y a un petit peu plus de 2 ans et demi. Alors j'ai occupé plusieurs postes, chez Dataiku, mais je suis dans l'équipe produit. Je suis aujourd'hui Senior Director of Product Management. J'ai commencé par travailler beaucoup sur des sujets d'expérience utilisateur, et on reviendra un petit peu pourquoi, je pense, sur, qu'est-ce que c'est que Dataiku et pourquoi est-ce que l'expérience utilisateur est assez critique. Et là, ça fait un peu plus de 6 mois que je m'occupe de tout ce qui est, les fonctionnalités d'AI, de ML, MLOps, gouvernance, et notamment donc, tout ce qui est IA générative, pour Dataiku. Merci beaucoup. On va se plonger à fond dans Dataiku, évidemment, au cours de cet épisode. Avant, ça m'intéresserait c'est assez rare en fait d'avoir quelqu'un qui
qui vient de la PHP, qui maintenant travaille dans la tech avec une scale-up comme Dataiku. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de projets que vous avez menés effectivement auprès des hôpitaux de Paris? Parce que les données sont vastes. Après, j'imagine qu'il y a des enjeux aussi de confidentialité assez importants. On peut pas faire n'importe quoi avec ces données-là. Tu as réussi à pousser des innovations en interne qui aujourd'hui ont porté leurs fruits? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'on avait des projets, on en avait un petit peu partout. C'est-à-dire que le rôle de l'équipe, que moi je pilotais, c'était vraiment de structurer la donnée, de mettre à disposition les outils pour que les médecins puissent, travailler, sur les données et bon, il y avait aussi développer les compétences en termes de data science, leur mettre à disposition des data scientists, faire ces fluidifier ces collaborations avec, des chercheurs comme l'INRIA. Mais j'étais pas spécialement promotrice de projets en propre. Les projets qu'on poussait au sein de l'équipe, c'était pour, nous aider à comprendre des problématiques concrètes qu'avaient les médecins. Donc on a fait pas mal de projets sur le cancer. Les projets types, hein, qu'on traitait, donc là, ça sera peut-être pour répondre à ta question, c'était, un de ceux dont je me souviens, plus ou moins au moment où je partais, ça a été de prendre, des comptes rendus, médicaux dans le domaine du cancer et d'essayer d'extraire à partir de là la classification qu'ils ont en cancérologie. Et une fois qu'on extrait ces données, on va dire un peu plus structurées, permettre, aux chercheurs d'aller, créer des cohortes à partir de ce genre de classification. Donc on était vraiment, je pense, le point focal, c'était: OK, on prend plein de secteurs médicaux différents, plein de spécialités. On a des comptes rendus, médicaux, par exemple, et on les structure pour que derrière, on puisse, créer des corps médicales, à partir de ça et qu'il puisse y avoir un peu plus de recherche approfondie sur ces données-là. Donc on avait ça sur le cancer, on en avait sur d'autres et puis il y a aussi eu beaucoup de choses autour du Covid. Je pense que ça a été peut-être l'apogée de mon passage à la PHP. J'ai vécu la crise, et le confinement à la PHP où on était en pleine effervescence. C'était l'épicentre un peu. Paris était un des épicentres en France de l'épidémie. Et à l'époque, on savait pas du tout, ce que c'était que vraiment le Covid. On savait pas qu'est-ce qui générait des formes graves, on savait pas, les effets au long cours. Et à la PHP, on avait cette chance d'avoir, déjà une grosse, base de données, enfin un entrepôt de données de santé, où là, on arrivait à identifier, les patients atteints de Covid et on avait des historiques médicaux, on avait ce qui s'y passait, aux urgences, en réanimation. On a structuré cette base avec l'aide de pas mal de volontaires et on a mis à disposition, voilà, des médecins et ça a permis de faire de la recherche, presque en temps réel sur ça et de détecter les facteurs d'aggravation de Covid. Donc, voilà, ça a été un petit peu le moment où on s'est dit: «En fait, tout ce qu'on essayait de pousser depuis 2-3 ans, voilà à quoi ça sert», et on s'en est servi pour la gestion de la crise. Excellent, bravo, incroyable. Clairement, quand la data science est au service Ouais. de ce moment-là, tu comprends pourquoi tu fais ton job. Alors, Dataiku, déjà, qu'est-ce que c'est Dataiku? Comment tu décris Dataiku qui connaît pas, comment tu décris Dataiku à quelqu'un qui connaît pas cette industrie? Alors, en 2 mots, si je devais dire, c'est, l'Excel pour, l'IA. Ça, c'est le pitch très rapide. Après, globalement, si on élargit un tout petit peu, je prends un peu plus de mots. Dataiku, c'est une plateforme, de data science, d'analytique, qui a vraiment comme objectif principal de démocratiser, l'IA, le machine learning, et l'analyse de données au sens large. C'est avec cette vision que et cette on va dire c'est vraiment c'était au cœur de leurs préoccupations, 4 fondateurs, qui ont commencé cette boîte en 2013. C'était de se dire, la donnée va être au centre de l'innovation, et il faut que tout le monde dans une organisation puisse s'emparer de ça, puisse, l'utiliser et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on va essayer de faire un outil, enfin ils ont essayé de faire un outil qui permettait de démocratiser, l'analyse de données, la data science. Ça a commencé avec le machine learning et puis maintenant, on a, l'IA générative, mais on a plein d'autres choses aussi, et ça devient un peu la boîte à outils pour n'importe quelle structure pour, faire des projets d'analytique. Vous travaillez avec quel genre de clients? Alors on a vraiment des clients, de tout type. Déjà bon, Dataiku maintenant c'est, un peu plus de 1 000 personnes à peu près dans le monde entier. On a, entre 500 et 600 clients avec une croissance qui continue, d'être assez forte et comme on est une boîte à outils ou une plateforme de data science, on n'a pas, d'industrie spécifique. On touche vraiment toutes les industries. On a certaines industries qui sont un petit peu plus, matures en termes d'exploitation des données. On va retrouver, le domaine de l'industrie pharmaceutique ou la santé, pharma au sens large, finance et assurance et puis tout ce qui est manufacturing.
Ça, c'est vraiment, on va dire, les industries qui ont déjà un peu structuré leurs données, donc qui vont peut-être être à cette étape où une plateforme comme Dataiku va sembler une évidence pour eux. Mais on a vraiment tout type d'industrie. Puis après, bon, Dataiku s'adresse aussi à des petites structures comme à des grosses, même si aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt des grosses entreprises dans notre portefeuille. Ok. Effectivement, une croissance fulgurante depuis 10 ans maintenant. Et avec ce qui se passe côté Gen AI, beaucoup d'entreprises, non plus seulement celles que tu as citées, beaucoup d'industries plutôt viennent se poser la question de comment mettre à profit ces données qui deviennent le cœur de leur valeur avec les outils qui sont désormais disponibles. Faire du product management, du coup, dans une boîte comme celle-ci, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu les as rejoints et quel est ton rôle aujourd'hui là-bas? Oui, alors moi, j'ai entendu parler de Dataiku il y a assez longtemps. J'ai un très bon ami à moi qui, en fait, était un des premiers, pas le premier, mais en tout cas qui était dans les peut-être 20 premiers employés de Dataiku. Je pense que c'est comme ça que j'ai entendu parler de Dataiku il y a peut-être, je sais pas moi, 9 ans ou quelque chose comme ça. Et donc moi, vraiment, ce qui me plaisait à la PHP, c'était de travailler sur le sujet des données dans le secteur de la santé. Et on développait en fait les outils, comme je disais, notre positionnement, c'était vraiment faire en sorte que les médecins et tout l'écosystème au sein de la PHP puissent utiliser les données et puissent faire des projets, donc on était un petit peu cette brique, logicielle, data engineering et cetera pour faciliter et fluidifier l'exploitation de la donnée. Et donc, dans ce contexte-là, moi, j'avais envie de continuer, de travailler dans ça et de voir comment un peu les pros faisaient, du logiciel et faisaient, ce genre de système. Il se trouve que Dataiku est venu, aider, la PHP comme plein d'autres acteurs d'ailleurs pendant la crise. C'était un des il y a eu quelques personnes de la PHP qui sont venues en tant que bénévoles, travailler sur les données, donc ça a remis Dataiku un peu sur le devant de la scène. Et donc quand je me suis dit: «Bah, voilà, où est-ce que j'ai envie d'aller?» Peut-être pas directement dans une structure avec laquelle j'avais collaboré pour éviter les conflits d'intérêts, et je me suis dit: «Bien, Dataiku, c'est un peu parfait». C'est une boîte, où je pense que mon profil atypique saura quand même être un peu reconnu. Parce que quand on a envie de passer de la fonction publique à la tech, c'est pas toujours facile en fait de trouver des gens qui sont prêts à faire ce pari-là, et donc je suis assez, chanceuse que Dataiku m'a offert cette possibilité. Et puis, c'était, assez bien dans le genre de structure que je voulais, pas trop gros, pas trop petit, donc voilà. Je pense, à Paris aussi. Hem, donc ouais, ouais, non, exactement, je pense, ce que je cherchais. Et alors tu me demandais aussi ce que j'y fais. Donc, ça encore une fois, ça fait un petit peu moins de 3 ans maintenant que je suis chez Dataiku. J'ai pas mal évolué. J'ai commencé comme, Head of User Experience, donc vraiment avec cette idée de, de trouver les solutions pour que nos utilisateurs, soient, plus contents ou puissent utiliser mieux. Donc c'est ce côté démocratisation de la data science, machine learning et cetera, un peu au cœur de la proposition de valeur de Dataiku. Et on cible des utilisateurs qui sont extrêmement variés parce qu'on a des data scientists, mais on a aussi des gens qui, sont des data analysts, donc qui, bon, vont faire, peut-être un peu de SQL, mais qui ont vraiment aucune connaissance des algorithmes de machine learning. Et on cible même des gens qui, connaissent rien de tout ça, qui sont là vraiment pour consommer, les produits qui sont faits à partir de la donnée, et même leur donner des outils pour qu'ils aillent plus loin. Donc en fait, une plateforme qui s'adresse à autant d'utilisateurs différents, avec des niveaux d'expertise aussi variés, c'est pas toujours évident de conjuguer un peu le meilleur des 2 mondes, et surtout que les concepts derrière, le big data, que ce soit les temps de performance, les calculs, enfin c'est pas toujours simple à appréhender. Donc l'expérience utilisateur là-dedans, elle est assez clé. C'est ce que j'ai fait pendant on va dire un peu 2 ans, structurer, l'équipe, UX avec des UX designers, avec la user research, mais aussi en fait on avait des PM dans l'équipe parce qu'on voilà, on regardait, bah, c'est quoi les profils un peu plus développeurs, codeurs, de quoi ils ont besoin pour qu'ils puissent vraiment se retrouver dans la plateforme et pas vouloir aller, sur leurs propres outils, sur leur laptop. Des data analysts, de quoi ils ont besoin, et cetera, et cetera. Et donc, on avait des product managers qui étaient vraiment là en train de se dire: «OK, je pense aux besoins de mes utilisateurs et je pousse la roadmap, comme ça». Et comme je disais, j'ai changé il y a un petit peu plus de 6 mois, sur, on va dire les fonctionnalités qui sont vraiment liées au machine learning et à l'IA. Et les 6 derniers mois ont été, je pense essentiellement focalisés sur bon, OK, il y a l'IA générative, Gen AI, qu'est-ce qu'on en fait? Comment se positionne Dataiku là-dedans? Comment est-ce qu'on va sur le marché avec ça? Donc ça a été les 6 derniers mois pour moi, ouais.
Ouais, hyper intéressant. Du coup, c'est le sujet, je pense, sur lequel on va vouloir creuser. Comment ça a été reçu en interne? Et bah, moi, je crois qu'on a fêté les 1 an là, de ChatGPT officiellement. C'est vrai. Est-ce que vous utilisiez déjà l'API de OpenAI via vos outils? Est-ce que c'est quelque chose que vous proposiez déjà à vos clients à ce moment-là? Et voilà, comment ça a émergé? Comment la boîte a reçu un peu cette nouvelle donne? Ouais, très, très bonne question. C'est assez marrant d'ailleurs de retracer l'historique là. Bon, c'est vrai que ça fait 1 an un peu tout pile où il y a eu cette bombe de ChatGPT qui est sortie. Alors, l'air de rien, ChatGPT, les transformers, enfin tout ce qui va avec, c'est pas non plus, la c'est pas ça a pas été l'innovation technologique de ChatGPT, donc ça existait déjà avant. OpenAI avait déjà une API GPT-3, et à Dataiku, on proposait, pas mal de choses autour du NLP. Donc on avait, déjà offert la possibilité à nos clients d'utiliser OpenAI, un peu de manière visuelle. Donc, se connecter à cette API-là, faire des outils, enfin faire des pipelines de traduction, de résumés, enfin c'était déjà là, mais c'était là de manière moins native. Puis ça faisait partie de la boîte à outils, tout ce qu'on avait autour du NLP, mais c'était pas voilà, on n'avait pas non plus, dédié, notre outil à ça. Et comme un peu toutes les innovations, qui se sont succédées, enfin, je pense que dans le domaine de la data science ou les plateformes de data science, en fait, il y en a plein qui ont eu lieu sur les dernières années, pas aussi fortes que ChatGPT, mais il y a eu l'arrivée de Kubernetes qui a complètement changé la manière dont on orchestre les jobs, et cetera. Et finalement, le Dataiku et les fondateurs de Dataiku ont toujours un peu cette approche de, bah, on attend de voir. Parce que ça peut être une énorme bulle qui retombe tout de suite et si on se jette dedans, ça n'a pas de sens. Parce que nous, on cible quand même quelque chose qui est avec une adoption large et forte, pas trop les sujets de niche. Donc ça a été un petit peu ça l'approche. C'était bon, ben, c'est une bulle, mais ça va se dégonfler. Et donc il y a eu un moment, de flottement un petit peu où les gens qui travaillaient sur ces sujets étaient là: «Mais c'est énorme, il faut y aller» et plutôt une attente de, bah, attendons de voir, ce que ça va donner. Et c'est peut-être plutôt à partir de mars, quand même 3-4 mois après, la sortie de Mmh. ChatGPT, que là, il y a eu vraiment une mise en branle, de toute la R&D, de tout le produit, même de toute la Mmh. boîte, en se disant: «Bah, en fait, non, non, là, il y a une énorme opportunité, c'est vrai que c'est assez incroyable». Tout le monde jouait avec ChatGPT entre-temps. Je pense que ceux qui étaient curieux de ce qui se passait dans le secteur du NLP, moi, à l'époque, je travaillais pas sur ces sujets-là, j'étais encore sur mes thématiques d'expérience utilisateur, mais j'avais déjà presque cette passion pour les sujets de NLP avec mon expérience à la PHP. Et donc j'ai vu ça et je me suis dit: «Ah mais ça a l'air génial cette histoire». Donc j'ai commencé aussi à suivre un peu l'actualité, qui est pas évidente à suivre, parce qu'il y a des choses qui sortaient quasiment tous les mois. Mais donc voilà, à partir de mars, voilà, gros chantier, task force qui se met en place, parce que bon, il y a côté produit, même si côté produit, on avait quand même pas mal de bases déjà en place, mais comment est-ce que Dataiku se positionne? Quel marketing on fait? Comment est-ce qu'on fait une formation accélérée pour l'ensemble de gens, dans la boîte? Parce que parler d'IA générative, c'est pas exactement pareil que parler de data science. Et puis évidemment, la construction d'une stratégie produit, plus forte sur, bah, OK, de quoi est-ce qu'elles ont besoin les entreprises? On a rencontré, énormément de clients ou de prospects pendant cette phase, entre avril et juin, je dirais 150. Donc ça permet quand même d'avoir une énorme masse et puis ça nous a beaucoup aidé dans la structuration de, bah, OK, où est-ce que doit se positionner Dataiku pour vraiment être un accélérateur, pour nos clients, pour utiliser, les capacités de l'IA générative. Merci beaucoup. Peut-être qu'effectivement, ça correspondait. Je me demande si mars, c'est pas quand GPT-4 est sorti. À mon avis, il y a aussi eu l'adoption en B2C qui a été Énorme, ouais, exponentielle ouais. et qui, du coup, a amené des gens qui n'étaient pas du tout là-dedans à découvrir le potentiel et à vouloir à débloquer pas mal de ressources à investir là-dedans. Et en fait, du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans l'écosystème, de manière générale, il y a eu quand même bien 4-6 mois un peu d'attente et de patience par rapport à peut-être à d'autres hypes qu'il y a eu par le passé. On pense beaucoup au Web3, et dans quelle mesure est-ce que c'est une nouvelle hype ou est-ce que c'est vraiment révolutionnaire et c'est marrant de voir que même chez vous, une partie de l'équipe était encore dans l'expectative, quoi.
Euh, et comment vous avez fait pour diffuser du coup cette conscience et voilà, comment est-ce que vous avez fait en sorte que les équipes de Tadaiku prennent en main et voilà, réalisent le potentiel derrière la générative AI? Alors là, je fais plus de la dire encore une fois, j'étais pas au cœur du truc en décembre, janvier, mais, on a, Dataiku a une équipe, un peu de recherche, ce qu'on appelle ça s'appelle le lab, qui est rattaché au CTO et qui elle était, je pense un peu focalisée là-dessus, déjà depuis un certain temps. Donc ils expérimentaient, sur, les différents prompts, il y a eu pas mal de travail un peu, de fond qui a été fait sur qu'est-ce que ça voudrait dire intégrer par exemple les thématiques GenAI au sein de la plateforme. Donc là, plus faire, des features, qui vont venir, transformer l'expérience de Dataiku avec du GenAI et ils ont fait pas mal d'expériences là-dessus, donc beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées qui ont été, structurées pendant cette phase un peu d'attente. Mais c'est vraiment, bah, les fondateurs, CEO, CTO qui à un moment donné se sont dit: «OK, en fait là c'est pas juste un petit hype, c'est un vrai sujet». Mais on a pu assez vite capitaliser sur tout ce qui avait été préparé un petit peu en back office par, ces équipes-là, qui étaient un peu au cœur de ces sujets-là. Donc on a eu quelques personnes, au sein de Dataiku qui étaient en train de tirer, qui étaient en train de structurer un peu la démarche, identifier, des pistes, l'expérimenter même, on va dire un peu en propre. Ça permet d'avoir une vraie, à savoir quelles sont les limites, savoir ce qu'on peut en attendre, avoir déjà poussé un peu les techniques par exemple de combinaison de recherche sémantique avec l'IA générative, ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation. Donc savoir un petit peu les classiques de ce qui était en train d'être, possible, enfin de ce qui pouvait se faire avec, l'IA générative. Et puis, une fois qu'il y a eu un peu un go, ben, voilà, on avait un peu les clés pour, et les outils pour avancer. Yes, ok, je vois très bien. Du coup, vous, l'IA générative, vous l'utilisez de deux manières, hein. Il y a comment est-ce que vous améliorez votre produit pour le rendre plus performant pour vos clients. Et il y a mettre à disposition du coup cette technologie-là pour vos clients à travers votre plateforme. Euh, sur peut-être qu'on peut regarder ces deux points séparément. Sur le premier point, est-ce que tu as des exemples de fonctionnalités que vous avez développées fondées sur ce que permet aujourd'hui la Gen AI qui vous permettent d'avoir un produit plus engageant, plus pertinent, plus efficace? Alors sur ça, on a plusieurs choses qui ont été lancées assez vite d'ailleurs, mais ça reste encore des fonctionnalités qu'on a un peu en bêta. Heu, on en a aujourd'hui, on appelle ça des AI assistants ou Dataiku assistant, et on a pris un peu 3 cibles. Le premier c'est, la data prep, donc la data prep augmentée avec l'IA. Donc au lieu d'aller, identifier les étapes de préparation de données, on explique ce qu'on a envie, de faire. Je sais pas moi, transformer, les adresses, nettoyer, je sais pas quelle colonne et donc ça fait la transformation de données, un petit peu, à la main de l'utilisateur. Ici, je pense un des points, assez intéressants, que peut-être d'autres outils font aussi, hein, c'est on veut laisser toute, enfin, on est très transparent, donc l'utilisateur a toujours la main pour changer, comprend ce qui se passe. Donc c'est vraiment une aide à la création plus que quelque chose qui va se passer en black box pour l'utilisateur. Deuxième gros volet, c'est tout ce qui aide au code. Donc on a quand même une population qui fait beaucoup de développement informatique. Ben, on a un peu intégré nos copilotes, comme le modèle de GitHub, c'est-à-dire des outils qui vont venir créer, des fonctions, commenter, faire des tests unitaires, tout ce qui est, code assistant. Et un troisième point qui est plus, de la structuration, de la documentation automatique, comme, l'essentiel, de ce que font nos clients, c'est des projets, donc avec des flows entre des étapes de préparation de données, des étapes de modélisation, parfois même de la création d'applications et ça génère souvent, bah, des projets complexes qui sont pas forcément documentés. Donc voilà, l'idée là, c'était de se dire, ben, on autodocumente, on génère des métadonnées pour les clients, pour les projets, pour les choses même granulaires. Voilà un petit peu les 3 approches, qu'on a aujourd'hui, mais ça reste des fonctionnalités qui sont vraiment encore au stade de bêta. On va avoir le retour de nos utilisateurs pour voir, voilà, comment est-ce qu'on peut encore améliorer ça. Ok, super. Et sur le deuxième volet, du coup, j'imagine qu'il y a énormément de choses, mais je serais curieux de comprendre effectivement comment vous avez approché ça sur la mise à disposition de la Gen AI pour vos clients. Ouais, c'est vrai que le deuxième volet, et tu l'as très, très bien résumé, c'est un peu le cœur
notre outil. C'est vraiment, il y a comment est-ce qu'on rend l'expérience plus fluide avec la GenAI, mais surtout, c'est comment est-ce que nos clients peuvent utiliser ces technologies-là pour faire leurs applications, pour faire leurs assistants, enfin, pour faire ce qu'ils veulent. Et l'approche qu'on a eue, elle s'est vraiment fondée, enfin en tout cas focalisée sur, je pense, la valeur qu'apporte Dataiku, un peu sa philosophie depuis le début. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que Dataiku crée son propre modèle. Certaines plateformes l'ont fait. Un exemple de Databricks, alors ils ont fait Dolly, mais plus pour montrer un peu comment faire. Mais non, Dataiku est pas là pour faire des modèles, il est vraiment là pour permettre aux entreprises de l'utiliser dans leur contexte. Et donc, de la même manière que la data science, c'était encore un sujet un peu de niche il y a quelques années, on voyait deux gros sujets sur lesquels on pouvait apporter de la valeur. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que cette technologie-là soit plus facile à utiliser, donc, et on la mette dans les mains de plus de gens, donc de gens moins techniques. Et le deuxième, c'est il y a des nouveaux modèles qui sortent quasiment toutes les semaines, des nouveaux acteurs qui émergent, des nouvelles capacités, des nouveaux risques qu'on découvre. Et pour une entreprise, c'est pas facile de naviguer ça. C'est pas non plus possible pour elle de se lancer dans l'utilisation d'une de ces technologies si elle sait pas si la boîte va être encore là demain. Donc Dataiku était un peu là pour se dire, ne vous occupez pas trop des services sous-jacents. Nous, on fait cette couche qui va vous permettre de l'utiliser dans un contexte sécurisé, monitoré, gouverné, et qui est un petit peu future-proof. Si demain, OpenAI n'existe plus, vous pourrez switcher du jour au lendemain sur Azure ou sur Bedrock, sur Amazon, etc. Parce que nous, on a créé cette couche, on va dire un petit peu agnostique, qui va derrière vous permettre d'utiliser tous les outils. Donc, c'est sous ce double prisme. Premier, quels sont les besoins en termes d'infrastructure, de gouvernance, de monitoring, voilà, comment est-ce qu'on fait tourner des modèles open source, des modèles propriétaires, et donc s'utiliser des API. Et l'autre qui est, de quoi est-ce que vous avez besoin pour construire vos applications. Donc là, les rencontres qu'on a fait avec nos clients étaient assez structurantes, ce qui nous ont permis aussi d'identifier trois grosses catégories que tout le monde a envie de faire, globalement. Donc, et ça se retrouve dans tous les secteurs, dans le monde entier. On a des cas d'usage de traitement automatique du langage, donc tout ce qui est NLP, qui est rendu beaucoup plus simple avec les LLM. On a un cas d'usage d'interface conversationnelle, de Q&A, de chat sur des données non structurées. Et puis, il y a cette idée de génération, forcément, de génération de contenu, de génération... souvent, ça va être des choses un peu personnalisées, des réponses clients, des tickets support, bref. Et donc, notre roadmap, on l'a construite là-dessus, c'est-à-dire de quoi nos clients ont besoin pour construire ces cas d'usage-là rapidement, et que n'importe qui, ou en tout cas une grosse population, puisse le faire. Donc, si on prend les sujets de traitement automatique du langage, NLP, résumé, classification, tout ça, maintenant, c'est des choses que des data analysts peuvent faire, vraiment sans une seule ligne de code. Donc ça, c'est vraiment l'approche de Dataiku, c'est de se dire, il y a des gens qui vont jamais vraiment faire du code. Comment est-ce qu'ils peuvent quand même utiliser l'IA générative pour faire ce genre de cas d'usage qu'ils n'auraient jamais pu faire avant. C'est-à-dire, du NLP, ça nécessitait quand même de la data science un peu avancée. Là, Dataiku est vraiment... on peut faire des pipelines no code. Pareil, ce que j'évoquais à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on peut faire poser des questions à des documents textuels, avoir une réponse qui est faite de manière un peu comme à la ChatGPT, quoi. Et ça, comment est-ce qu'un utilisateur sans trop de connaissances peut arriver jusqu'à la création de sa propre appli pour ça. Donc ces idées-là d'avoir vraiment mettre dans les mains d'une population beaucoup plus large ces technologies, mais aussi notre point d'attention, c'était, mais ok, il y a ça, mais il y a aussi de quoi est-ce que les utilisateurs, les data scientists ont besoin pour faire leur cas d'usage à eux. Donc on a aussi fait des outils qui permettent de faire du prompt engineering. Là, on est en train de réfléchir à l'écran du dessus qui est le fine-tuning de modèles. Pareil, l'utilisation de chaînes, d'agents, d'outils. Qu'est-ce qui va permettre aux data scientists d'aller beaucoup plus vite dans la création de ce genre de choses-là. Voilà un petit peu comment on a pensé la roadmap. Et on a fait cette grosse release il y a quelques semaines, avec toutes ces fonctionnalités que je viens d'évoquer, ce qu'on a appelé le LLM Mesh, qui est vraiment ce côté, on s'occupe de tout. On fait la connexion au modèle sous-jacent, au service de Vector Store, d'une manière agnostique, dans un contexte gouverné. Je sais pas si c'était suffisamment clair un petit peu l'approche et le positionnement. En gros, ce que tu viens de nous dire là, c'est un peu votre positionnement, un peu le pari de Dataiku par rapport à la concurrence.
d'avoir cette approche assez holistique et qui fait que ils peuvent avancer de manière safe, autonome, indépendamment des modèles. C'est, Tout c'est... à, tout à fait. Ouais. Et est-ce que, du coup, après avoir release ça, tu dirais que c'est quoi les apprentissages que vous tirez de ce lancement et de ce projet? Et notamment, qu'est-ce qui était contre-intuitif pour vous dans cette évolution? Alors, enfin, ça a été quand même un bouleversement, hein, ce que je disais, il y a eu cette phase d'attente, et à partir du moment où on s'est dit: «Bah, go», il y a eu quand même, beaucoup, enfin, des méthodes de fonctionnement qui ont été, un petit peu chamboulées. Comment est-ce qu'on transforme, parce qu'il y a une partie quand même des gens, on va dire les plus techniques, qui ont suivi l'évolution technologique, mais tout le reste de la boîte, les vendeurs, machin, il y a pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on on on permet de rattraper une cer c'est pas le retard, mais en tout cas de rattraper, un peu, ce temps passé pour que tout le monde se mette à niveau, tout le monde puisse positionner Dataiku au bon niveau. Et ça a été, je pense, je sais pas si on aurait pu faire mieux, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense, voilà, de ça, on a beaucoup appris, en tout cas, nous, même la manière dont l'équipe produit interagit avec le reste de la boîte, je pense que ça a été, super, voilà, une source d'apprentissage énorme de, bah, comment est-ce qu'on va faire l'enablement du reste des équipes, comment est-ce qu'on interagit avec nos clients, comment est-ce qu'on apprend d'eux pour vraiment positionner, nos fonctionnalités au bon niveau. Ça a été, je pense, un accélérateur. C'est-à-dire qu'on en ressort, nous, grandis de cette expérience-là. On n'a pas forcément fait les choses de la meilleure façon possible, mais si ça revenait là, je pense qu'on est tous mieux équipés pour, OK, en fait, on a fait quasiment un produit, en l'espace de quelques mois. Yes. Parce que là, ce qui a été quand même livré, c'est assez gros, c'est quasiment un pan de la plateforme. Alors que quand on est, une structure autour de 1000 personnes, c'est plus aussi facile à bouger que quand, tu es une start-up, de 5-6. Donc voilà, je pense que ça a été, retravaillé en mode, agile, et en mode start-up au sein d'une scale-up. Ça a été peut-être l'apprentissage de la période. Je sais Yes. pas si ça répond complètement à la question, mais en Si, tout cas, bah, je ça pense que m'intéresserait de creuser plus concrètement, tu vois, quel conseil tu donnerais à toi ou à Dataiku d'il y a 6 mois sur la manière d'approcher cette période-là et qui du coup pourrait être utile à d'autres boîtes qui se posent la question. ouais, les conseils. Alors, je vais éviter on aurait dû démarrer plus tôt, parce que je pense que sur ces sujets-là, bon, évidemment, si on avait démarré il y a 2 ans, en fait, on aurait anticipé tout et on serait encore mieux placé aujourd'hui. Non, je pense que, la difficulté, c'est d'arriver à aller vite, dans un contexte, où, ben, en fait, ça déstructure les équipes, sans pour autant complètement se dire: «On a une équipe, à côté qui va travailler, toute seule». Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé chez nous. Il y a une task force, GenAI qui s'est constituée avec des personnes, de chacune, des équipes. Mais donc ça a un peu bypassé, les équipes, standards. Ce qui fait que maintenant le retour à la normale est un peu plus difficile. Donc, comment est-ce qu'on garde, c'est peut-être ça que je ferais différemment, c'est comment est-ce que oui, tout le monde ne va pas travailler sur GenAI, ça a pas de sens non plus, de complètement arrêter tout le reste. On crée plein de valeurs, et plein de choses, intéressantes, à côté de GenAI. Mais comment est-ce qu'on n'est pas on casse pas tout et on fait pas une équipe à côté de tout le reste, complètement silotée pour avancer vite? Donc je Et ça, voilà, il faut trouver les bons mécanismes, mais ne pas déresponsabiliser, les différentes équipes qui du coup se sont dit: «Ah bah GenAI c'est pas nous», et maintenant, ben, qui reprennent en main cette thématique-là, qui retrouvent leur place. Voilà, c'est plus ça se fait un peu dans la douleur. Ça se fait, mais ça se fait un peu plus, dans la douleur, et je pense qu'aussi on aurait peut-être été plus efficace si on avait mieux réussi à embarquer, chacune des équipes en leur donnant un rôle dans on va dire dans ce chamboulement, quoi. Yes, yes. Moi, j'imagine que c'était probablement aussi l'urgence Voilà. et l'importance Ouais. d'avancer vite quand tu as une boîte avec autant d'employés. C'est toujours un challenge. Ok. Et du coup, vous êtes au contact, tu me disais, voilà, de 500, 600 boîtes assez importantes qui maintenant leverage ces technologies-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont bah, elles ont reçu la GenAI? Il y en a sans doute certaines qui ont vu des opportunités exceptionnelles,
d'autres qui ont aussi vu là-dedans une menace, après avoir beaucoup investi peut-être dans la création de modèles internes, etc., qui en fait se font complètement éclater par d'autres, qu'ils soient open source ou pas. Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter deux, trois anecdotes là-dessus? Non, bah, alors c'est marrant parce que, j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai vu là, avec tous les clients qu'on a rencontrés, c'était assez standard, enfin assez, similaire finalement leurs réactions. Nos interactions, nous, avec les personnes de ces entités, c'est beaucoup les personnes qui sont responsables de, bah, faire émerger des cas d'usage autour de la donnée. Et l'air de rien, GenAI, ça a mis tout ça au devant de la scène. Donc eux, en fait, ils étaient plutôt, tout le monde est plutôt content. Les gens avec qui on interagissait voyaient ça comme une énorme opportunité. Enfin, les dirigeants de la boîte demandaient: «Ah mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais il faut mettre des moyens». Donc ça a été en fait un énorme accélérateur pour eux, presque une opportunité pour mettre leur sujet au devant de la scène. Donc quasiment tout le monde qu'on a rencontré avait vraiment ça en tête. C'est voilà. Après, il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y avait énormément de pression à délivrer des cas d'usage vite. Donc il y avait un peu cette tension de, bah, on sait pas très bien comment ça marche en fait, parce que l'air de rien, les gens qui connaissent le NLP étaient assez au fait, mais une grosse partie de nos interlocuteurs, bah, ne connaissaient pas du tout la technologie. Donc en fait, on a fait énormément nous presque de formation ou de voilà, c'était des calls de découverte, quoi. Ils découvraient un peu le sujet, on poussait notre vision, on voyait un peu comment est-ce qu'ils voyaient les cas d'usage, mais la maturité du global, moyenne, était assez faible. Moi, j'ai vu beaucoup évoluer là en 6 mois. On est passé de gens qui savaient pas vraiment ce que c'était qu'un LLM à des personnes maintenant qui savent très bien et qui connaissent même, qui ont des idées très claires sur les cas d'usage qu'ils veulent faire et qui commencent à structurer un petit peu leur stratégie autour de ça. On a encore assez peu de personnes qui ont vraiment, assez peu de structures, on va dire, qui ont vraiment des cas d'usage en production. On est encore dans une phase, je pense que l'essentiel des personnes sont en train de en train de naviguer, cette technologie-là. La crainte chez les gros clients de commencer, donc ça a été vraiment un peu le combat qu'on a mené, c'est, commencer avec les API parce que tout le monde se dit: «Ah non, non, nos données vont sortir». Enfin, il y avait une grande peur autour de ça. Donc aussi gros effort de notre côté de rassurer et de donner un mode opératoire. Comment est-ce qu'on peut commencer? On commence avec, simplement en fait, pas en essayant d'aller faire du fine tuning de modèles, mais en utilisant les API, qui existent. Pas passer, sur, son modèle open source qu'on va hoster sur son cluster GPU, mais utiliser l'API parce que c'est pareil, c'était les réflexes des gens avec qui on a interagi. Heu Commencer avec les cas un peu standards, ben, vous avez forcément, des cas d'usage autour, de traitement automatique du langage, commencez par ça. Voilà, faire des petits pas, appréhender la technologie et quand vous vous rendez compte que vous atteignez des limites, que ce soit des limites en termes de performance, OK, on réfléchit au fine tuning. Des limites, en termes de privacy, alors on passe sur d'autres typologies de modèles, peut-être un peu plus sécurisées. Mais voilà un petit peu la dynamique dans laquelle on s'est lancé avec nos clients et puis on a pu aussi, travailler de manière un petit peu plus rapprochée avec certains d'entre eux. Je vais revenir un peu sur les applications types qu'on voit même émerger aujourd'hui sur le marché et c'est un peu ça qu'on a fait avec nos clients. Encore une fois, hein, c'est pour mettre le pied à l'étrier, pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer même que c'est plutôt facile, au moins de faire des petites applications et puis de les laisser après, continuer de leur côté. Donc là, un exemple, je pense à un de nos projets, assez phare, c'est avec, LG Chemicals en Corée. Donc il y a la question de la langue, en plus qui s'est posée, mais où, voilà, leur cas d'usage était assez typique des employés qui passent beaucoup de temps à rechercher des règles et des directives de sécurité dans des documents. Donc comment est-ce qu'on leur fait un assistant où ils peuvent poser des questions et avoir la réponse tout de suite? Donc des gains de productivité interne, de ce type, voilà, application qui a été faite en l'espace de quelques semaines et qu'ils peuvent utiliser, assez simplement. T'en as d'autres, des cas d'usage comme ça, assez successful que vous mettez en avant, qui ont pu être déployés grâce à Dataiku chez vos clients? Ouais, donc ça, c'est un des cas, un autre, alors là, cette fois-ci, le client n'est pas public, mais avec une boîte, de luxe, l'idée, c'était d'utiliser, bah, l'IA générative pour, générer des explications de produits et que ça vienne alimenter leur site web. Hem, donc assez pareil avec Dataiku, se connecter à leur base de données, c'était trivial, utiliser les modèles et puis, faire cette boucle-là. Donc on a eu un cas d'usage comme ça.
un autre, un peu nos use case flagship, pareil, hein, c'est des choses assez simples. Donc, ils avaient tous les jours, je sais plus si c'était toujours ou toutes les semaines, mais une veille un peu technologique réglementaire qui était faite aux dirigeants d'entreprise, et chaque membre du COMEX avait sa petite équipe qui lui faisait sa veille réglementaire. Donc en fait, ils avaient des informations qui venaient de la même source parce qu'ils avaient payé toute une série d'articles pour avoir les informations, mais chaque équipe faisait son résumé de manière différente, et puis ça, quand même, ça leur consommait du temps. Donc là, ça a été de créer tout un pipeline en fait, je te fais une veille réglementaire unique pour l'intégralité du comité exécutif. Donc, marrant parce que c'est un sujet un peu de traitement automatique du langage, mais qui est assez visible, parce que ça touche quand même le comité exécutif de la boîte. Donc voilà un petit peu les exemples, je pense qu'ils tournent autour de trucs un peu variés, mais où on voit l'idée quoi, de comment est-ce que l'IA générative peut venir simplifier des processus et générer d'amélioration de la productivité assez vite. Ok. Et vous venez les conseiller là-dessus. Est-ce que vous apportez aussi un regard stratégique sur les opportunités que ça ouvre, ou c'est principalement mettre à disposition la plateforme Alors, le positionnement de Dataiku est relativement clair. Nous, on vend un logiciel, mais on a des services. Et sur ces sujets de GenAI où les gens ont besoin d'être accompagnés. Et puis nous aussi, en fait, je pense que presque plus nous, on avait besoin de comprendre quelles étaient les difficultés, les freins que nos clients allaient rencontrer. On a eu envie là de mettre un peu plus notre nez dans les projets et de les aider un peu plus à le faire vite aussi, pour que ça nous aiguille dans notre roadmap. Donc on a itéré un peu plus avec ces clients-là. Mais voilà, ça peut arriver qu'on ait des projets comme ça qu'on fasse avec ou pour nos clients, mais c'est relativement rare. On est vraiment là plutôt on va dire en accélérateur. Eux, ils travaillent avec des partenaires. Donc nous, on forme des partenaires, mais on n'est pas une boîte de consulting. On s'investit pas outre mesure dans la réalisation de leurs projets. Yes, yes. Ok, donc finalement complémentaire à ce qu'on fait avec Moza. Du coup, nous, on va plutôt être sur la stratégie produit et comment bien leverager la Gen AI pour lancer de nouvelles features. Et c'est vrai que nous, on bosse de plus en plus avec nous, on a une clientèle plutôt scale-up dans la tech, mais des founders, des CPO qui réfléchissent à comment implémenter la Gen AI, quelles sont les opportunités derrière. Et je sais que Dataiku fait partie des outils avec lesquels on travaille. Ah bah, Ok. c'est ça. Ouais. Et est-ce que comment vous voyez les choses avancer au long terme? C'est très difficile de s'exprimer sur le long terme avec ce qui se Ouais. passe aujourd'hui en IA. Mais bon, j'imagine qu'il faut quand même avoir un cap. Ça se passe comment chez Dataiku de ce point de vue-là aujourd'hui? Ben, déjà pour l'instant, ce sur quoi on a vraiment focalisé notre énergie, c'était la partie GenAI, mais on va dire langage, donc les LLM. Je pense que le prochain gros défi pour nous, ça va être ce qui est multimodal, donc images, sons, etc. Ça va être, je pense, un autre cap à avoir. Comment est-ce qu'on intègre ça? Comment est-ce que même les entreprises s'en servent? Parce que je pense que ça commence à avoir un petit peu, les gens ont des idées parce qu'il y a ChatGPT, les gens commencent à avoir des idées. La question, ça va être comment est-ce qu'ils utilisent ces autres briques? Et puis, aussi cette dimension de personnalisation. Alors, les annonces qui ont été faites il y a pas si longtemps que ça par OpenAI le montrent un peu. On va vers, créer son propre ou sa version custom de son GPT, en embarquant sa connaissance. Donc sans pour autant aller sur du fine tuning. Comment est-ce qu'on crée des machines à raisonner et à faire des choses beaucoup plus complexes. Donc, hem et ça, l'air de rien, je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des systèmes qui s'appuient sur ces capacités des LLM, par exemple, est encore difficile. Avoir quelque chose qui est vraiment robuste, qui passe à l'échelle, qui passe en prod, bon voilà, on est encore sur un stade où on peut faire des petits POC, ça marchote, mais avant qu'on puisse complètement, s'appuyer sur ces systèmes-là, il y a encore une grosse étape. Donc je dirais, voilà, c'est 2 gros volets qui est, comment on passe au multimodal et comment est-ce qu'on passe à aller au-delà de nos applications un petit peu simples, sur lesquelles on maîtrise relativement bien l'input-output et on sait à peu près, évaluer les résultats, à des choses qui vont, en fait, toucher à plein d'entités, voilà, enfin, presque la machine qui pense. J'aime pas dire ça, mais c'est Andrej Karpathy qui disait un OS LLM comme un operating system, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est vrai de lui donner plus de choses, et qu'il puisse agir, quoi. Yes. Ouais, l'arrivée des agents qui est un peu le nouveau sujet.
dont tout le monde parle. Donc peut-être un jour, ce sera possible de créer ces agents avec Dataiku, si je comprends bien. Ouais. Est-ce que il y a des innovations récentes dans la Gen AI qui ont attiré ton attention, que ce soit des nouveaux produits ou des avancées techniques qui t'ont interpellé? Ben, à titre, on va dire, à titre, perso, quelque chose que je regarde de près, de loin, mais c'est, l'utilisation de la Gen AI dans la musique. Je me dis que voilà, ça je fais de la guitare, comme ça en amatrice, mais l'aide à la composition, on a déjà pas mal de choses, hein, qu'on peut faire avec des outils, un peu professionnels de musique assistée par ordinateur. Mais je vois l'arrivée de la Gen AI là-dedans comme un petit peu un game changer, donc je suis un peu, voilà, curieuse. Je vois qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'émerger, mais donc je Mmh. regarde un peu, avec attention ça. Pareil, il commence à y avoir même des chansons qui sont faites avec, Et ouais. donc je dirais que ça, c'est un peu le côté, je trouve marrant de ce que je regarde avec fascination. Ouais. OK. Hem, Trop bien. Sur le plan artistique, effectivement, ouais. ça ouvre beaucoup de possibles. Ça fait un peu peur aussi à pas mal de monde. Ça ouvre des possibilités sur à la fois la génération de morceaux. Je sais pas si tu as vu ce morceau d'Angèle qui a été généré par une IA et Ah non. qu'elle-même a Ouais. ensuite chanté du coup sur scène à un concert parce que ses fans en faisaient la demande. C'est assez dingue. Mais après aussi pour l'apprentissage de la musique, on peut imaginer effectivement plein de choses où de manière générale, pour l'apprentissage, ça va permettre de personnaliser beaucoup l'accompagnement, quoi. Donc, ok, très cool sur la guitare, du coup. Hâte de voir ça. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander à des personnes Mmh. qui veulent se lancer là-dedans ou qui veulent en apprendre davantage, que ce soit des articles qui pour toi ont été marquants ou des bouquins, Ouais. voilà. Après moi j'ai un prisme je pense assez, je sais pas si c'est assez ingénieur, mais j'aime bien comprendre, démystifier la technologie. Donc les recommandations que je vais donner, elles vont être peut-être plutôt techniques, orientées plus qu'orientées, cas d'usage. Mais, moi j'ai commencé par les c'est un peu décorrélé, mais par le bouquin Deep Learning de Benjo, Goodfellow et Courville, qui est un peu la bible, je trouve, quand on connaît pas du tout ces sujets-là. Alors c'est peut-être un peu technique, mais au moins ça permet d'avoir de voilà, démystifier le machine learning, démystifier le deep learning. Et là, les autres sources que j'ai vraiment, je trouve qui sont vraiment très, très claires sur, ce que c'est que les LLM, comment ça fonctionne un petit peu sous le capot. Il y a quelques blogs, alors le blog de Jay Alamar et de Lilian Wang où voilà, Jay Alamar, il décortique vraiment ce qu'est un transformer, avec je trouve un niveau qui est à la fois, assez, haut niveau pour commencer. Ça permet d'aller assez loin techniquement je sais pas si vous avez envie d'aller, plus loin techniquement. Les vidéos d'Andrzej Karpathy, je trouve qu'ils sont super didactiques aussi, sur, voilà, ce que c'est qu'un LLM, les dernières évolutions. Voilà, je pense qu'en tout cas ça, c'est celles qui m'ont le plus marqué, ces derniers mois, Mm. voire années, parce Ouais, que j'ai commencé il y a un certain temps. magnifique. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Elisa, pour tes réponses. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Bah, merci encore pour l'invitation. Et à très bientôt. Bon courage pour tout ça avec Dataiku. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!